Salut à tous, nous sommes là encore pour continuer avec notre série de Minutes of Learning sur les méthodes de recherche par sondage. Aujourd'hui, nous voulons aborder la troisième partie, voilà, qui n'est rien d'autre que l'échantillonnage. Donc d'abord, il faut savoir que la mesure dans laquelle un échantillon représente une population dépend de ce qu'on appelle la base de sondage. Non seulement de la base de sondage, ça dépend aussi de la taille de l'échantillon et ça dépend aussi même de la conception spécifique des procédures de sélection, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sélectionne les sujets qui font partie de l'échantillon. Donc, si des procédures d'échantillonnage probabilistique sont utilisées, la précision des estimations de l'échantillon peut être calculée, n'est-ce pas? Donc, dans cette vidéo, nous voulons décrire un peu diverses procédures d'échantillonnage et leur effet sur la représentativité et la précision des estimations de l'échantillon. Voilà donc deux des méthodes les plus courantes d'échantillonnage des populations que vous connaissez, c'est la probabilité de zone et les échantillons en composition aléatoire. Nous allons aborder cela brièvement dans cette vidéo. Et il faut aussi savoir que, en fait, il y a des occasions où le but de la collecte d'informations n'est pas de générer des statistiques sur une population, mais plutôt de décrire un ensemble de personnes d'une manière plus générale. Par exemple, les journalistes ou les personnes qui développent des produits, des dirigeants politiques et d'autres veulent parfois simplement avoir une idée en fait des sentiments de la population sans se soucier en fait de la précision numérique. On peut dire par exemple dans la ville d'Abidjan, la plupart des étudiants empruntent le Gbaka. Voilà. Ici, si c'est un tel sondage dont le but n'est pas vraiment de se soucier de la précision numérique, alors voilà, ça passe quoi. Donc, mais en ce qui concerne les chercheurs, par exemple, ils mènent des études pilotes souvent pour mesurer en fait l'éventail des idées ou des opinions que les gens ont ou la façon même dont les variables semblent s'imbriquer, n'est-ce pas? Donc, à ces fins-là, les personnes facilement disponibles, c'est-à-dire amis, collègues ou même bénévoles, voilà, peuvent être utiles à répondre à ces enquêtes-là. Voilà, et tous les efforts de collecte d'informations ne nécessitent pas une enquête. Voilà, c'est le point que je veux dire ici, en fait. C'est-à-dire, c'est pas forcément. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est pas tous les efforts de collecte d'informations qui nécessitent une enquête par sondage probabilistique strict. Voilà, donc souvent, on veut avoir des informations et dont le but n'est pas forcément la précision, en fait, n'est-ce pas? C'est juste se faire des opinions et tout. Si tel est le cas, voilà, là, il n'est pas nécessaire de faire une enquête par sondage probabilistique. Voilà. Mais une chose à retenir, c'est que cependant, dans la majorité des cas où des enquêtes sont voilà, entreprise, l'objectif est de développer des statistiques sur la population. Donc, c'est vrai qu'il y a des cas où voilà, on veut juste faire des enquêtes pour avoir l'idée générale et tout, mais dans le domaine de la recherche, la plupart du temps, lorsqu'on fait des enquêtes, en fait, c'est pour développer des statistiques sur une population. Donc, c'est ce dont nous voulons parler dans cette vidéo. Donc, la première question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce qu'on utilise des échantillons? Voilà, je laisse quelques secondes pour que vous essayez de donner la réponse à vous-même. Pourquoi est-ce qu'on utilise des échantillons? La réponse est simple, n'est-ce pas? Il est impossible vraiment d'avoir des réponses sur sur toute la population à propos de n'importe quoi, n'est-ce pas? Donc souvent, c'est difficile en fait d'obtenir de l'information sur toute une population parce que déjà, il peut y avoir assez de personnes, il peut y avoir assez de questions, n'est-ce pas? Et ça peut coûter cher, n'est-ce pas? Souvent, lorsqu'on veut avoir ces informations, on veut collecter des informations sur chaque citoyen. Par exemple, faites vos recherches et vous voulez collecter des informations sur chaque étudiant ivoirien. Vous êtes à Abidjan. Vous allez devoir voyager, aller à San Pedro, aller à Man, à Dalo, etc., etc. Donc souvent, non seulement assez de personnes, souvent il peut y avoir assez de questions et ça peut coûter vraiment cher. Donc voilà, souvent, on ne peut pas collecter les informations sur tout le monde. Voilà pourquoi on utilise des échantillons. Ensuite, sachant qu'on utilise des échantillons, quels sont les aspects clés de la sélection d'un échantillon?
Il faut d'abord savoir que la façon d'évaluer un échantillon n'est pas par le résultat. Voilà, c'est pas par le résultat ni les caractéristiques de l'échantillon, mais c'est en examinant le processus par lequel il a été sélectionné. Donc, le processus de sélection même de l'échantillon a une grande importance. Et pour cela, il faut savoir qu'il y a trois aspects clés dans la sélection de l'échantillon. Voilà, le premier aspect, c'est la base de sondage, ce qu'on appelle en anglais sampling frame. Dans la base de sondage, il faut savoir que c'est juste l'ensemble des personnes qui a une chance d'être sélectionnées compte tenu de l'approche d'échantillonnage choisi. Voilà, donc c'est l'ensemble des personnes qui peuvent être sélectionnées dans l'échantillon. C'est ça qu'on appelle la base de sondage. Donc, statistiquement parlant, un échantillon ne peut être représentatif que de la population incluse dans la base de sondage. Par exemple, si je fais un sondage que ceux qui peuvent sélectionner sont ceux qui ont un numéro orange, n'est-ce pas? Et je sélectionne mon échantillon parmi la population ivoirienne qui a un numéro orange, c'est-à-dire 07, 49, etc. Donc, ça veut dire si éventuellement je veux généraliser les résultats de mon étude, je ne peux que généraliser sur cette population-là, en fait. Je ne vais pas généraliser sur la Côte d'Ivoire dans son ensemble, parce que c'est pas tous les Ivoiriens qui ont un numéro orange, n'est-ce pas? Vu que ceux qui pouvaient être sélectionnés sont ceux qui ont des numéros orange. C'est vrai que tous ceux qui ont des numéros orange n'ont pas été sélectionnés, mais ils avaient une certaine chance d'être sélectionnés, n'est-ce pas? Donc, ma généralisation de mon étude ne se fera que sur cette population-là, sur cette base de sondage. Donc, voilà pourquoi c'est important. Souvent, il y a ces erreurs qui peuvent être commises dans des études où, voilà, on essaie de généraliser au-delà de notre base de sondage. Et c'est une erreur à ne pas connaître, à ne pas commettre, désolé. Voilà, donc c'est important. Donc, savoir que le premier aspect clé de la sélection de l'échantillon, c'est la base de sondage. Et la base de sondage, c'est l'ensemble des personnes qui a une chance d'être sélectionnées compte tenu de l'approche d'échantillonnage choisi. Et le deuxième aspect, ça concerne les procédures d'échantillonnage probabilistique. C'est-à-dire, ça veut dire en fait que des procédures d'échantillonnage probabilistique doivent être utilisées pour désigner les unités individuelles incluses dans un échantillon. Ça veut dire quoi? Chaque personne ou chaque sujet doit avoir une chance connue de sélection fixée par la procédure d'échantillonnage. Voilà, ça veut dire que, par exemple, si notre base de sondage, c'est tous les étudiants qui ont un numéro orange, par exemple, chaque étudiant qui a un numéro orange doit avoir une certaine probabilité qui est connue de sélection. Voilà, on peut dire que chaque individu lambda, vu que je, je simplifie, hein, s'il y a 10 000 étudiants qui ont, voilà, un numéro orange, ça veut dire que chaque individu a une chance sur 10 000, n'est-ce pas? Donc, il faut que ces probabilités de sélection de chaque individu soient connues, n'est-ce pas? OK, donc c'est important. Donc, il faut- donc, chaque personne doit avoir une chance connue de sélection fixée par la procédure d'échantillonnage. Maintenant, si la discrétion du chercheur, par exemple, ou les caractéristiques des répondants, telles que la disponibilité ou l'initiative des répondants, affectent les champs de sélection, il n'y a aucune base statistique pour évaluer dans quelle mesure l'échantillon représente bien ou mal la population. Donc, si on arrive à des cas où, par exemple, c'est difficile de connaître la probabilité qu'un sujet de la base de sondage soit sélectionné dans tes échantillons. Voilà, donc ça affecte un peu, si vous voulez, la généralité de l'étude. Voilà, donc il faut aussi savoir qu'il y a les approches, voilà, qui sont utilisées pour calculer les intervalles de confiance autour des estimations d'échantillons. Voilà, donc ces choses à connaître. Donc, voilà, pour rappel, ces vidéos Minutes of Learning sont des vidéos introductives où nous, voilà, nous introduisons certains sujets et nous sommes ici à ce troisième chapitre où nous parlons d'échantillonnage. Donc, aspect clé de la sélection d'un échantillon. Le troisième aspect, c'est que les détails du plan d'échantillonnage, c'est-à-dire la taille et les procédures spécifiques utilisées pour sélectionner les unités, influencent la précision des estimations de l'échantillon. C'est une chose à savoir. C'est-à-dire que la mesure dans laquelle un échantillon est susceptible de se rapprocher des caractéristiques de l'ensemble de la population dépend en fait de la taille et des procédures spécifiques utilisées pour sélectionner les sujets. Donc, c'est des choses à savoir. Ces détails-là, euh, voilà, ces détails du processus d'échantillonnage ainsi que la vitesse à laquelle l'information est effectivement obtenue des personnes sélectionnées constituent des faits nécessaires pour évaluer un échantillon d'enquête.
Donc, ce sont des trois aspects à savoir, en fait. Donc, pour récapituler les aspects clés de la sélection d'un échantillonnage, on a la base de sondage, on a, il faut aussi que les procédures d'échantillonnage probabilistique soient utilisées et aussi, en fin de compte, il faut que les détails du plan d'échantillonnage, c'est-à-dire la taille, les procédures spécifiques, voilà, soient connus, car elles influencent voilà, les estimations de l'échantillon. Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'une base de sondage, n'est-ce pas? On a dit la base de sondage, c'est l'ensemble des populations qui ont une chance, n'est-ce pas, d'être sélectionnées dans l'échantillon. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une base de sondage? Donc, il faut savoir qu'il y a trois caractéristiques d'une base de sondage qu'un chercheur doit évaluer. La première caractéristique, c'est l'exhaustivité, c'est-à-dire la couverture complète de la population cible. Sur la base du sondage, en fait, doit aussi être représentative de la population cible. C'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est de savoir si oui ou non la probabilité de sélection d'une personne peut être calculée. Donc, si dans notre base de sondage, on ne peut pas calculer la probabilité qu'une personne soit sélectionnée, alors il y a problème. Voilà, cela vient voilà, comme elle dit, ça va affecter en fait la généralisation de nos résultats. Voilà, donc c'est important de s'assurer que la probabilité qu'une personne ou un individu ou un sujet soit sélectionné est connue et peut être calculée. Voilà, et en troisième lieu, c'est l'efficacité. Voilà, l'efficacité où en fait, c'est le taux auquel les membres de la population s'y peuvent être trouvés parmi ceux, voilà, de l'échantillon. C'est-à-dire, est-ce que ceux qui seront sélectionnés sont accessibles en fait. Voilà, donc ça aussi doit, ça affecte également la base de son attention des choses à retenir. Donc, étant donné que la capacité de généraliser à partir d'un échantillon est limitée par la base de sondage, c'est-à-dire lors de la communication des résultats, le chercheur doit dire vraiment voilà, à ceux qui utilisent la recherche, c'est-à-dire en présentant les résultats, voilà, doit dire vraiment à ceux qui consomment ces résultats-là. Voilà, ils doivent dire en fait qui n'a pas eu la chance d'être sélectionné. C'est-à-dire, c'est important en fait. Donc, dans la limitation des études, par exemple, on peut dire, on peut citer certains, voilà, on connaît nos bases de son on sait quelles sont les caractéristiques qu'on n'a pas pu remplir, par exemple. Donc, on peut citer cela comment dirais-je, dans les limitations de notre étude. Voilà, c'est important. Maintenant, quels sont les types d'échantillonnage? Je pense que plus ou moins, je pense que tout le monde connaît un peu l'échantillonnage aléatoire simple. Voilà, c'est peut-être le plus connu, ouais, l'échantillonnage le plus connu. Voilà, et dans l'échantillonnage aléatoire simple, chaque personne a une probabilité égale de sélection. C'est-à-dire si, comme l'exemple que j'avais donné, si dans notre base de sondage, on a 10 000 personnes, donc chaque personne a une probabilité de 1 sur 10 000. Donc la probabilité de sélection est égale pour chaque individu. Voilà, donc c'est une caractéristique première de cet échantillonnage aléatoire simple. Mais il faut savoir que pour conduire une étude, en fait, en utilisant ce type d'échantillonnage, il y a beaucoup de limitations, n'est-ce pas? Donc, il y a le temps, il y a le coût, etc. Voilà, et souvent, lorsqu'on veut conduire des études au niveau national, obtenir de tels échantillonnages aléatoires simples n'est pas chose aisée. Voilà, donc c'est des choses à retenir. Et à cause de cela, il y a plusieurs autres échantillons qui ont été développés, tels que beaucoup d'échantillons stratifiés, en fait. Donc, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Voilà, mais retenez qu'il y a divers, voilà, divers types d'échantillonnage. Et certains peut être, comment on appelle ça? Certains peuvent être ensemble. Par exemple, on peut combiner certains types, en fait, pour former d'autres types d'échantillonnage. Les choses à retenir. Mm, Voilà, donc maintenant, pour finir, on va parler un peu de ce qu'on appelle l'erreur d'échantillonnage. Donc, il faut savoir que l'erreur d'échantillonnage fait partie, en fait, de ce qu'on appelle l'erreur totale d'une enquête. Voilà, l'erreur d'échantillonnage. Donc, ici, vu qu'on parle d'échantillonnage, on va se focaliser seulement sur l'erreur d'échantillonnage. Donc, le processus d'échantillonnage peut
affecter en fait la qualité des estimations d'enquête de trois manières différentes. La première manière, c'est que si la base de sondage inclut certaines personnes que nous voulons décrire, les estimations de l'échantillon, voilà, vont être biaisées dans la mesure où ceux qui sont omis diffèrent de ceux qui sont inclus. Donc, supposons qu'on a une base d'échantillonnage et que des personnes qui sont dans la population cible, en fait, ne sont pas inclus, en fait, dans cette base-là. On va voir que on peut avoir des résultats ou des estimations qui sont biaisées, en fait. Parce que peut-être que ceux qui sont omis diffèrent de ceux qui sont inclus, en fait. Si on veut prendre l'exemple de, on veut faire, on veut faire un sondage, notre population cible sont les étudiants de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et on veut seulement, dans notre base de sondage, on n'a que les étudiants qui sont à Abidjan, n'est-ce pas? À l'université, par exemple, Félix Houphouët-Boigny. On va voir que ceux qui sont à l'université Félix Houphouët-Boigny, ils ont des choses en commun que ceux qui sont peut-être à l'INP de Yamsoukro n'ont pas, n'est-ce pas? Peut-être que les filières qui sont enseignées, n'est-ce pas? Les filières qui sont enseignées à l'université Félix Houphouët-Boigny sont différentes des filières qui sont enseignées dans d'autres universités, dans d'autres villes, par exemple. Donc, on va voir que le fait qu'on a mis, en fait, certains étudiants qui sont à Yamsoukro, en fait, c'est-à-dire on perd certaines informations. C'est-à-dire l'information qu'on va obtenir est biaisée, en fait, parce que peut-être que et ce qu'on essaie de mesurer en fait là, ceux qui sont dans différentes filières l'expérimentent différemment en fait. Donc, voilà, c'est ce qu'il veut dire par là en fait. Donc, si la base du sondage exclut certaines personnes que nous voulons décrire, les estimations de l'échantillon sont biaisées ou peuvent être biaisées dans la mesure où ceux qui sont omis diffèrent de ceux qui sont inclus. Donc, c'est de cette première manière-là que voilà, la qualité des estimations d'enquête est affectée lorsque on a l'erreur d'échantillonnage. Une deuxième manière, c'est que si le processus d'échantillonnage n'est pas probabilistique, la relation entre l'échantillon et ceux qui font partie de l'échantillon est problématique en fait. Voilà, on peut se dire, bon, on peut plaider la crédibilité d'un échantillon pour des motifs autres que le processus d'échantillonnage. Cependant, il faut savoir qu'il n'y a aucune base statistique pour dire qu'un échantillon est représentatif de la population échantillonnée, à moins que le processus d'échantillonnage ne donne à chaque personne sélectionnée une probabilité de sélection connue. Voilà, donc si on ne connaît pas en fait la probabilité de sélection de chaque individu dans de la base voilà, de sondage, en fait, voilà, on peut pas, il n'y a pas une garantie statistique en fait. Il n'y a pas une base statistique pour dire que notre échantillon est représentatif de la population. Donc c'est une chose aussi à retenir. Et je pense qu'après cette petite vidéo, cela va vous amener à repenser un peu la manière dont vous connectez les données, en fait. Ça va nous amener à repenser ça, en fait, et à l'approcher d'une façon peut-être plus statistique, je dirais. Voilà. Et une troisième manière, c'est que la taille et la conception d'un échantillon probabilistique, ainsi que la distribution de ce qui est estimé, voilà, détermine la taille des erreurs d'échantillonnage, c'est-à-dire les variations aléatoires qui se produisent en raison de la collecte des données sur un échantillon. Voilà, donc ce sont des choses à savoir. C'est que la taille et la conception de l'échantillon probabilistique, ça détermine en fait la taille de l'erreur d'échantillonnage, n'est-ce pas? C'est simple. Comment est-ce qu'on calcule, en anglais on dit le standard error, c'est comment on calcule l'erreur en fait, n'est-ce pas? Donc on voit que plus ou moins la taille de l'échantillon intervient, n'est-ce pas, dans la formule de l'erreur. Donc c'est une chose à savoir, c'est que la taille et la conception d'un échantillon probabilistique détermine en fait la taille de l'erreur qu'on va rencontrer dans l'échantillon. Ah, donc, c'était là une brève vidéo, voilà, qui parlait un peu de l'échantillonnage. Nous allons continuer, voilà, la semaine prochaine avec, voilà, la quatrième partie dans cette même série de méthodes de recherche par sondage. Donc, prochainement, nous allons aborder la mise en œuvre d'un plan d'échantillonnage. Ensuite, nous allons aborder les méthodes de collecte de données. Et en sixième, partie 6 de cette série, nous allons parler un peu de la conception des questions pour être de bonnes mesures. Je pense que c'est aussi une partie qui sera très intéressante que je vous invite à ne pas rater. Et nous allons aussi parler de l'évaluation des questions et des instruments d'enquête. C'est-à-dire, au sortir vraiment de cette série, vous êtes à mesure vraiment voilà, de collecter des données, de concevoir des questions et puis d'interpréter en fait. Voilà et tout. Donc, voilà, c'était un peu ça pour aujourd'hui. N'oubliez pas RMD Syllab.
votre groupe de recherche, méthode, design, consulting lab. Et notre objectif, c'est de transformer des vies au travers des recherches de pointe. Et vous pouvez nous suivre, voilà, sur notre page YouTube et vous pouvez également nous écrire si vous avez des questions, si vous voulez apprendre plus sur vous. Voilà, vous pouvez nous écrire via email à consulting@rndclab.org. Merci, à très bientôt.